Bonjour à tous, bienvenue sur la séance 16 sur GNU Linux. On continue un peu avec la découverte du shell, donc le terminal et tout un ensemble de commandes, même si pour cette séance nous allons faire une petite pause, parce qu'on a vu beaucoup de commandes dernièrement entre la manipulation de fichiers, tout ce qui était utilisateur groupe et les droits et permissions. Vous vous souvenez que c'était pas mal de choses quand même à digérer et à apprendre à ce niveau-là. Donc là on va faire une petite pause, même si on va continuer bien sûr de travailler sur le terminal, mais on va s'occuper des flux de redirection. Alors parmi vous, s'il y en a qui programment déjà, par rapport aux formations que je propose, vous avez fait de la programmation, notamment en travaillant sur l'entrée standard, la sortie standard, donc std-out, et la sortie d'erreur, std-er, enfin e2r, donc error pour ceux qui connaissent, ou std-in, donc pour l'entrée clavier. C'est des choses que vous connaissez déjà, les flux de redirection, enfin en tout cas les flux plus exactement disponibles, d'accord. L'entrée au clavier, c'est-à-dire ce qu'un système va lire depuis votre clavier, c'est un type de flux. L'écran, donc la sortie standard en l'occurrence, qu'il va afficher, c'est un autre flux, etc. D'accord, on parle de flux. Sur GNU Linux, donc directement au niveau du shell, on va pouvoir faire des redirections de ces flux, et vous allez voir l'utilité que ça peut avoir, puisque c'est des choses qui vont énormément nous servir. Jusqu'à présent, quand on tapait une commande, ce qu'on a vu précédemment, donc je vais reprendre par exemple la commande très simple, une des premières que je vous ai appris, qui est la commande pour lister des ensembles de fichiers, on tapait la commande, on faisait entrer, et on avait directement le résultat affiché dans le terminal. Nous, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple d'avoir, au lieu d'avoir le résultat dans le terminal, de l'enregistrer dans un fichier. Et pour ça, il va falloir utiliser un justement opérateur de redirection qui est le chevron. Donc ici le symbole supérieur à en mathématiques, ou le chevron fermant si vous voulez, qui est ce symbole là depuis votre clavier, pour rediriger dans un fichier. Donc comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple. Vous tapez la commande comme vous le faites habituellement, pas de changement. Vous mettez votre petit symbole ici pour dire je redirige, d'accord, le flux. Donc le flux, en l'occurrence ici c'est le shell, le résultat d'accord du terminal. Je le redirige vers un fichier. Et le fichier, je vais lui donner un nom, d'accord, res.txt par exemple. Voilà. Là je vais aller vérifier ça, donc je l'ai enregistré dans le dossier personnel logiquement, voilà. Et vous voyez que ça n'a rien affiché dans le terminal, mais à l'inverse, j'ai ici mon affichage directement dans mon fichier. Donc plutôt sympa à ce niveau-là. Ça c'est une utilité. Alors admettons, donc vous voyez comment est le fichier, je vais le laisser là, que je veuille refaire une autre commande. Donc là par exemple je vais la faire un peu plus grande, un peu plus affinée, en affichant également les répertoires et les fichiers cachés. Et je fais pareil, res.txt. On va observer là que ce qui s'est passé, si je rouvre le fichier, vous voyez que nous n'avons plus du tout les mêmes lignes affichées à l'intérieur de notre fichier. Pourquoi? Tout simplement parce que cette redirection va remplacer, va écraser le fichier à chaque fois. D'accord? On lui dit ici tu enregistres cette commande dans le fichier, et là on lui a dit maintenant tu enregistres celle-là. Donc il a en fait tout simplement créé un nouveau fichier en écrasant l'ancien. Si vous avez besoin d'ajouter en fin de fichier les résultats que vous voulez, il suffit de doubler les chevrons. Donc au lieu de faire comme on a là, vous pouvez doubler les chevrons. Donc pour ça, admettons, qu'est-ce qu'on peut faire? Genre je vais afficher 4. Je dois avoir un fichier doc, je crois, d'avant. On fait ça, on double les chevrons, et on lui dit tu l'ajoutes à la fin de res.txt, puisqu'il existe déjà. Donc il faut que le fichier existe évidemment, sinon ça ne fonctionnerait pas. Là j'enregistre avec la touche entrée, je vais aller voir dans mon fichier, et là voilà, alors a été modifié sur le disque, oui, rechargé, voilà ce que je l'avais laissé ouvert, et vous voyez qu'on a bien ce qu'il y avait avant, et en dernière ligne est venu s'ajouter le contenu, donc en l'occurrence de doc.txt, puisqu'on a fait ça. On a dit 4, donc affichage de doc.txt, et son contenu, tu le mets là-dedans. Je peux vous montrer d'ailleurs dans doc.txt que c'était bien ça. Voilà, bonjour du doc.txt. Donc c'est effectivement cette chose-là. Donc plutôt pratique comme fonctionnalité pour rediriger dans un fichier. À quoi ça peut servir ce type de fonctionnalité? Vous allez peut-être vous demander. Eh bien ça peut servir à beaucoup de choses. Par exemple, je pense à ceux qui font du web, qui veulent enregistrer les logs de leur serveur. D'accord, ça peut être vachement utile. Si vous voulez créer un programme qui va automatiser une tâche, que ce soit de la synchronisation, de la sauvegarde, ou un encodage, ou enfin n'importe quoi en fait, vraiment n'importe quoi, vous pouvez décider d'enregistrer certains résultats dans un fichier. Ou alors quand vous faites le tri d'un document, quand vous allez vouloir classer des informations, ou n'importe quelle chose concernant des fichiers, des données, vous allez pouvoir du coup les enregistrer dans des fichiers. Donc c'est plutôt intéressant comme fonctionnalité, plutôt simplement d'afficher ça dans le terminal, vous allez pouvoir le sauvegarder. Donc ça a quand même son intérêt à ce niveau-là. Maintenant qu'on a vu ces deux petits flux qui sont plutôt sympas à savoir, il y a également un cas où vous allez pouvoir travailler sur ce qui concerne les erreurs. Par exemple, si je fais, alors je vais enlever tout ça, si je fais le fameux 4doc.txt, on a vu, pas de problème, ça fonctionne. Puis admettons que là je demande d'afficher un fichier, donc ça fait bizarre, afficher et fichier, ça fait beaucoup de trucs qui se ressemblent, quelque chose qui n'existe pas, d'accord, comme ceci.
vous avez déjà remarqué sûrement d'ailleurs que vous obtenez des erreurs, d'accord? Le terminal vous affiche toujours une erreur s'il y a un moindre problème. Ça, vous avez l'impression que ça s'affiche de la même manière qu'ici, par exemple, le contenu de doc.txt, mais en réalité non, ce sont deux flux différents. Là, le shell, il a mis ça sur la sortie standard, d'accord? Donc vous voyez pas de différence parce que c'est affiché à votre écran, vous avez qu'un seul périphérique. C'est pas comme si vous aviez un écran qui affichait que les choses normales et un écran qui affichait les erreurs. Ce serait d'ailleurs bizarre. Donc là, vous voyez pas de différence visuellement, mais pour le système, il y en a. Ça, c'est de la sortie standard. En revanche, ça a été mis sur la sortie d'erreur, d'accord? Donc c'est vraiment deux cas différents. Alors comment on peut gérer ces cas-là? Parce qu'admettons si je fais ça, montrer. Je fais justement le fameux cat dossier.txt, ok, je mets ça dans res.txt. Vous voyez ce qui se passe? J'ai le message d'erreur qui s'affiche. Allons voir dans le fichier est-ce qu'il a fait quelque chose, et vous allez remarquer que oui, d'accord? C'est-à-dire qu'il a essayé quand même de dire j'enregistre le résultat. Vous allez me dire mais le problème c'est que il nous affiche rien, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est pas normal. Par contre le terminal lui nous affichait quand même une information, il nous avait dit que le fichier n'existait pas, information que nous n'avons pas ici. Pourquoi? Parce que nous travaillons par défaut sur la sortie standard. Si vous voulez afficher en tant qu'erreur standard, il faudra tout simplement travailler donc comme ceci, en mettant un 2 devant, d'accord? C'est le flux numéro 2, donc pour le coup ici c'est le flux d'erreur, d'accord? Vous mettez ça comme ça, et là vous faites ça. Et comme cette commande on sait qu'elle va générer une erreur, là, effectivement, si j'ouvre res, regardez ce qu'on obtient, le fameux message d'erreur, d'accord? Alors attention, c'est pas forcément comme ça qu'on s'en sert, parce que ce serait un peu bizarre. En général, on utilise ça en association d'une redirection normale. Comment on fait ça? Eh bien, on peut faire de cette manière. On fait genre une commande, on ne sait pas si elle va fonctionner ou si elle va générer une erreur, d'accord? On ne le sait pas à l'avance, et on part de ce principe. Si ça a fonctionné, bah, tu vas rediriger ça dans un fichier normal, d'accord? Genre ok.txt, bon je mets un nom bizarre mais c'est comme ça. Et si jamais il y a des erreurs qui ont été rencontrées à l'exécution de la commande, eh bien, tout ce qui concerne les erreurs, tu vas les rediriger par exemple dans errors.log, ce genre de choses, d'accord? On peut même, rappelez-vous, si vous voulez ne pas écraser le fichier, ça fonctionne pareil, doublé, d'accord? À condition que le fichier existe déjà. On peut faire comme on veut, d'accord? Comme ceci. Et là, en allant dans mon répertoire, donc on peut virer le res, ce qu'on n'a plus besoin, voilà. Donc il a bien créé errors et ok, même si j'ai mis ça, parce que d'accord, par défaut, si le fichier n'existe pas, il va le créer, sinon bah, il va tout simplement ajouter en fin, il est suffisamment intelligent pour faire les deux. Là, je vais dans ok.txt, on n'a rien, effectivement, parce que je rappelle que la commande, pour le coup ici, n'a pas fonctionné, elle a généré une erreur. Par contre, il a bien sauvegardé l'erreur ici, grâce à ce qu'on a fait. Donc ça a bien créé les deux fichiers dans tous les cas, ça c'est obligatoire, il va créer les deux fichiers. Par contre, il va remplir l'un ou l'autre en fonction. Si ça a bien fonctionné, il aura rempli ok.txt avec le résultat éventuel de cette commande. Sinon, si ça produit une erreur, bah, l'erreur sera inscrite, enregistrée dans ce fichier-là. Donc plutôt sympa aussi comme fonctionnalité pour gérer bah, par exemple voilà, différentes commandes. Vous savez pas si elles vont générer une erreur ou non, donc à ce moment là vous pouvez gérer soit l'affichage attendu ou alors un affichage d'erreur si jamais ça survient au niveau de l'exécution de votre commande. Donc c'est des choses bien sûr à savoir. Maintenant, si vous voulez, ce que vous avez vu, on a dû créer à chaque fois un fichier pour l'un, un fichier pour l'autre. Si vous voulez lier les deux, ça peut arriver dans certains cas, genre on veut lier absolument tout ce qui est sortie normale de la sortie d'erreur, on peut avoir besoin de faire ça dans certains cas, eh bien on va simplement faire ceci. Dossier.txt, on met juste un chevron normal, et puis on met, donc on va remettre comme tout à l'heure, genre res.log, mais à la fin, en revanche, c'est là la petite différence, donc on va mettre ceci, donc on dit tu lis la sortie d'erreur, avec, alors je vais mettre le symbole esperluette, la sortie standard. Donc ça par contre il faut le mettre à la fin de la commande. C'est pour dire, bah, de toute façon tu ne fais pas la distinction entre un affichage normal d'un affichage d'erreur, tu lis les deux, d'accord? Et tu mets ça dans res.log dans tous les cas. On fait entrer, et là je sais que je vais avoir mon fichier res.log quoi qu'il arrive, et soit il affichera le résultat de ma commande, soit il affichera le message d'erreur si on a eu. Et là pour le coup, c'est un message d'erreur. Si je teste avec autre chose, comme tout à l'heure, où je fais, tiens, regardez ça, ls-l res.log, et toujours pareil, ce genre de choses. Voilà, donc ça a écrasé bien sûr, j'ai fait un écrasement d'ici de données, et voilà, comme cette commande fonctionne, à renvoyer un résultat, bah vous voyez que c'est enregistré également dedans, sans problème, que ce soit une erreur ou non. Donc pas mal à savoir aussi ça comme type de flux de redirection, vous pouvez lier bien sûr la sortie standard et la sortie d'erreur, donc retenez bien cette petite chose là, c'est très pratique. Donc si vous retenir, c'est la possibilité d'enregistrer comme ça dans des fichiers, d'enregistrer les erreurs survenues via une commande,
et de rassembler en fait les deux types de flux pour travailler directement avec un seul fichier, que ce soit des erreurs ou non. Donc c'est des choses à savoir. Petit bonus que je vous donne aussi, qui est très utilisé sur Linux, on s'en sert beaucoup. Un jour vous avez besoin par exemple d'utiliser des commandes, mais dont le résultat vous vous en fichez, vous n'avez pas forcément besoin de récupérer le résultat, alors là ça vous parlera peut-être pas, mais quand vous ferez des choses un peu plus complexes, vous verrez que ça a son utilité. Il y a un endroit sur Linux qui est un petit peu le, comment dire, c'est un peu une poubelle en fait, mais qui n'enregistre rien. C'est-à-dire que c'est un endroit où tout ce que vous allez envoyer là-dedans est perdu. Imaginez un peu un trou noir en fait, vous mettez les choses là-dedans, c'est irrécupérable. C'est le chemin tout simplement /dev/nul. Tout ce qui est envoyé là-dedans en fait disparaît, tout simplement. D'accord, c'est une arborescence ici. Donc vous pouvez très bien faire ceci, tout simplement, et puis dire je l'envoie dans /dev/nul. Ok. Donc là, inutile d'aller chercher /dev/nul. On peut aller voir, regarder ici si vous voulez. On va dans dev, voilà. Et ici vous voyez que, alors on n'a pas ici, voilà, le nul est ici. D'accord. Mais c'est évidemment impossible de l'ouvrir à ce niveau-là. Alors il y a moyen, bon, on peut faire des trucs, on peut faire des choses comme ça, mais vous voyez qu'il n'y a rien, d'accord? C'est un fichier qui ne possède rien, donc c'est un fichier qui existe mais qui n'a rien. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est vraiment comme un trou noir. C'est vous envoyez quelque chose là-dedans, ça a disparu. Des fois, à quoi ça peut servir? Admettons, on fait une commande, donc, je sais pas, moi je dis, on fait cette commande là, comme tout à l'heure, dossier.txt, ok? Et on dit, dans le cas où ça a fonctionné, on enregistre ça quelque part, on enregistre ça dans un fichier de résultat, et admettons, moi je pars du principe que les messages d'erreur, j'en veux pas, d'accord, ça me sert à rien, donc ce que je fais, en cas de, voilà, au niveau des messages d'erreur, eh bien, eux, je les redirige dans /dev sur /dev/nul. Ça veut dire que voilà, je m'en débarrasse, j'en veux pas des messages d'erreur, en faisant comme ça. Voilà. Donc c'est des petites choses à savoir, c'est le petit bonus à connaître, parce que c'est vraiment très utilisé sur Linux quand on fait de la ligne de commande. Donc je pouvais absolument pas passer à côté de ça. Voilà pour cette partie, ça je vais l'enlever, du coup on n'a pas besoin, il y a beaucoup de fichiers. Je pense qu'au niveau de ces flux là, je vous ai tout dit, j'en ai pas oublié, de toute façon il y a vraiment la redirection fichier, la redirection pour les erreurs, le fait de pouvoir joindre les deux, /dev/nul qui est évidemment très très utile à ce niveau là. Qu'est-ce que je peux vous partager aussi? Au niveau des sorties ça va être bon, donc on va s'intéresser à ce qui est lent au niveau des entrées. Au niveau des entrées, non, avant les entrées, on va voir autre chose. On va voir la possibilité de lier plusieurs commandes. Parce que nous, c'est vrai que souvent on fait ça. On fait par exemple juste ls-l, d'accord? Puis après on va dire, tiens, je fais cat doc.txt, ce genre de choses. Alors ça n'aura pas trop d'utilité ce que je vais vous montrer là, parce qu'il y a plein de commandes que vous n'avez pas encore découvert sur Linux, mais ça viendra par la suite. Donc retenez à éventuellement noter que ce que je vais vous montrer là pourra vous servir et que vous pourrez le tester avec les nouvelles commandes que vous verrez dans les vidéos prochaines. Ça va être tout ce qui est chaînage en fait de commandes. On va utiliser pour ça un tube, donc le pipe comme ceci, d'accord, qui est comme pour un tube, pour dire en fait que la sortie, si vous voulez, de notre première commande va servir d'entrée pour la suivante, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut chaîner plusieurs commandes. On peut avoir par exemple une première commande ici, et sa sortie sera l'entrée de la commande numéro 2, qui elle-même, sa sortie, alors cmd2, sera l'entrée de la commande numéro 3, et ainsi de suite. On peut comme ça chaîner tout un tas de commandes à la suite. Alors là, c'est vrai que nous, pour le coup, ça n'aura pas beaucoup d'utilité. Ça sera plus utile quand on commencera à faire de la recherche sur notre système, faire du tri, de l'extraction, de la sélection, manipulation au niveau des données, du traitement de données, chose qu'on verra justement dans la suite du cours. Donc pour le moment, vous n'aurez pas forcément beaucoup d'utilité à ça, mais pourquoi pas. Donc je peux très bien faire ça, par exemple, puis faire ça, doc.txt, et puis faire ça. On renvoie tout dans res.txt, admettons, et puis on... alors je vais y arriver, peut-être se mélanger, et on lit la sortie normale, d'accord, standard, et la sortie d'erreur. On fait cette grosse commande là, enfin qui est un peu plus grosse que ce qu'on a vu jusqu'à présent. J'ai mis car, d'ailleurs vous avez remarqué. C'est pas grave si j'ai essayé car, j'ai fait, voilà, involontairement j'ai fait une erreur de frappe, j'ai écrit car au lieu de 4, c'est pas grave, parce que justement on va voir ce qui s'est passé. Donc là on va dans res, et regardez tout ce qu'il y a eu. Du coup, voilà, il me met juste ça. Donc évidemment, parce qu'apparemment il me propose d'installer autre chose, tout simplement. Donc là on n'a pas vu pour le coup, vous êtes peut-être attendu à avoir également le résultat de ls, mais en fait non, il n'affiche pas. Il va se servir éventuellement de ce résultat là pour l'entrée éventuellement comme argument pour la prochaine commande. Et là comme c'est une commande d'affichage, elle n'a pas besoin d'autre chose, forcément ça il n'en a rien fait. Le résultat de ls, voilà, le cat ici il n'en a absolument rien fait.
Et puis de toute façon, celui-là, c'était également quelque chose passé en chaînage, donc le 4 de doc.txt, c'est pareil. Il est arrivé ici, et puis là, de toute façon, il y a eu une erreur, donc pas de problème. On peut tenter autre chose si vous voulez. Ça n'aurait absolument... On peut peut-être faire ça, sinon... non, on va pas faire ça. On va faire 4doc.txt. Encore 4.doc.txt, voilà. Et res.txt, ici. Et là, j'affiche le contenu du répertoire. Donc on va recharger, pardon, voilà. Et vous voyez qu'il affiche que toujours le dernier, d'accord? C'est vraiment un chaînage. Alors dans certains cas, vous verrez que ça servira. Genre on pourra dire par exemple, on sélectionnera des données, et depuis les données qui ont été sélectionnées, donc le résultat de la sélection qui a été faite, on pourra trier ces données. Ce qui fait qu'à la fin, il nous balancera des données complètement triées, mais dont il aura récupéré d'abord via une autre commande. C'est pas la commande de tri qui aura recherché les informations, c'est la commande avant qui aura été passée via chaînage grâce au fameux pipe. Donc c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que là j'ai pas forcément un exemple très intéressant à vous montrer, mais retenez ça, retenez bien ce système là de pipe, comme ça pour les prochaines commandes que je vous montrerai, vous pourrez tester de votre côté l'utilisation du pipe et vous verrez que là c'est un gros intérêt. Et de toute façon je pense qu'on le fera en vidéo, donc vous aurez peut-être même pas besoin de le faire vous-même tout seul, on le reverra, on reviendra sûrement dessus, c'est pour ça que je voulais vous le montrer maintenant. Voilà pour le chaînage. On va terminer du coup avec tout ce qui concerne les redirections vers l'entrée, d'accord, les redirections de l'entrée, parce qu'on a vu tout ce qui était sorti. Les redirections d'entrée, elles sont très simples. On peut se servir déjà de l'entrée en fait standard, donc c'est-à-dire par exemple l'entrée dans notre cas depuis un fichier éventuellement. Genre on va faire par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça va être un peu bizarre, mais bon, je vous le montre quand même. On dit ça, doc.txt. On fait ça. Si je fais ça, vous allez me dire, mais il n'y a pas de différence, parce que si je faisais au final mon 4 doc.txt, on obtient la même chose. Sauf que c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'en réalité, dans le cas où on fait 4 ici, c'est la commande 4 qui va lire notre fichier pour afficher son contenu, d'accord? En revanche, quand on fait cette ligne-là, on a doc.txt qui est chargé par le shell, donc c'est mon terminal ici qui va ouvrir et charger le fichier, qui envoie ce fichier à la commande 4, et ça tombe bien, comme elle a besoin justement d'informations affichées, et à partir de là, elle peut les gérer. Donc on peut faire ce genre de choses. D'ailleurs, on peut même faire des choses assez bizarres, on pourrait très bien faire... comment on peut faire ça? ls-l, on va dire c'est un peu bizarre, mais bon, mettons, doc.txt, et puis au final on affiche ça dans res.txt. Donc attention, vous voyez alors, c'est ça que ça pourrait prêter à confusion, parce que là on pourrait tenter de lire comme ça, et c'est effectivement ce qu'il faut faire. Il faut se dire, ça part de doc.txt, d'accord? L'entrée donc de ça, on l'envoie à ls-l, et le tout, on l'enregistre dans res.txt. Et le meilleur moyen de le voir, c'est de faire ça. Et vous voyez qu'on obtient ça. Donc pour le coup, évidemment, c'est parce que c'est pas un exemple encore une fois suffisamment pertinent par rapport au stade où vous en êtes sur Linux, et bien voilà, le ls, encore une fois, il a rien fait de notre fichier doc.txt. Puisqu'elle liste simplement quelque chose. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'elle liste? Voilà, c'est un petit peu bizarre. Ce qu'on peut montrer, peut-être, je sais pas s'il y aurait forcément... De toute façon, on n'aura pas, non, on n'aura rien de... On n'aura rien de précis. Voilà, ce cas-là, il nous fait juste un ls tout simple, donc on n'a pas forcément l'utilité ici. Donc je pourrais pas vous montrer grand chose de très poussé à ce niveau là, mais bon, ou en tout cas vous avez compris un peu le système, c'est à dire qu'on part d'un fichier et on s'en sert comme entrée pour faire quelque chose. Voilà pour ça. Là par contre où je vais pouvoir montrer quelque chose un peu plus, voilà, un peu plus intéressant, c'est au niveau du clavier. Le clavier, c'est comme pour tout à l'heure la sortie quand on doublait le chevron, on va le doubler ici à l'inverse, d'accord? Le fameux symbole inférieur à, en l'occurrence, que l'on va doubler. Si je fais ça par défaut, évidemment ça marchera pas, logique. Par contre si je fais... comment je peux faire ça? Je sais pas moi. Comment je peux faire ça? ls, ouais, mettons ça. Et puis je vais mettre ici un mot, donc c'est quoi ce mot? En fait c'est une fin, d'accord, de quelque chose. Donc on peut mettre, je sais pas moi, vous mettez end, d'accord, n'importe quoi. Et là regardez, ça vous ouvre un prompt. Donc le prompt, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, j'attends que tu lises quelque chose au clavier, et je vais l'envoyer à la commande ls. Ok? Donc je peux faire par exemple ceci. Et puis je peux faire ça, et puis je peux faire var. Et une fois que je tape ce que j'ai mis après ici, end, il considère que c'est le point d'arrêt, et du coup il me fait ça, d'accord? Donc là bon, il a juste fait le ls, puisqu'évidemment ça ne lui a servi à rien, mais je peux le faire également, ce sera peut-être même mieux d'ailleurs avec un cat, ou même un echo en fait.
Bon c'est pas grave, je taperai EDN, on s'en fout. Là je mets bonjour. Tout le monde. Là je tape ma commande de fin, je rappelle, donc c'est ce que j'ai mis là, donc là vous mettez ce que vous voulez, hein, peu importe. Et voilà. Et là on voit qu'il se passe rien puisque le echo fonctionne directement via des flux, c'est un peu compliqué. Donc décidément, on va partir plutôt avec le 4. Ce sera mieux. Et là il va avoir affiché end du coup. Voilà. Il affiche l'ensemble des commandes que l'on a marquées. Donc c'est vraiment au niveau du clavier. Donc ça peut des fois servir plus tard, donc c'est pour ça que je ferai que vous voyez d'autres commandes. Bah, je sais pas, genre par exemple vous voulez trier des nombres, trier des noms, n'importe quoi. Bah, vous allez entrer toute une liste que vous voulez comme ça, une par une. Et puis à la fin, hop, il va vous sortir un résultat trié. Ça peut servir, on peut faire ce genre de choses. Donc là 4 il fait que afficher, donc c'est pas très intéressant. Mais imaginez que ça vous pourrez le remplacer plus tard par des commandes de tri, de recherche, de sélection, de filtrage, enfin bref, un petit peu tout ce que vous voulez. Et là ça aura évidemment tout son intérêt à ce niveau-là. Et je vais en terminer avec ça pour cette vidéo. De toute façon, j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais vous montrer au niveau des flux de redirection. Donc ce qu'il y a à retenir cette vidéo, parce qu'elle est pas très compliquée, d'accord, c'est assez simple, c'est surtout les redirections vers fichier, d'accord, je rappelle comme ceci, redirection avec ajout en fin, donc en doublant. Vous avez bien évidemment tout ce qui concerne les erreurs, comme ceci, et vous pouvez aussi lier les deux en mettant ça à la fin de votre commande. Voilà, ça c'est vraiment les choses, la base à connaître. Après, l'entrée, etc., vous l'utiliserez quand même beaucoup moins, mais c'est bien à savoir. Ça c'est pour le clavier. Et je rappelle le chaînage avec le pipe qui, lui, va vous servir énormément. Lui, il est sûr que si vous utilisez le terminal de Linux de manière après assez quotidienne, vous viendrez par utiliser le pipe assez souvent, assez régulièrement, parce que ça va vous servir dans beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est quelque chose à retenir, il ne faut pas l'oublier au niveau de votre formation sur GNU Linux. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc vous voyez c'était quand même plus simple et plus court que ce qu'on a vu précédemment, il n'y avait pas vraiment de commandes à apprendre ici, mais plus des petites fonctionnalités concernant la redirection de flux. Moi je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo on devrait parler des données, donc on verra comment faire du traitement de données. Donc je sais pas encore dans quelle ordre je vais faire ça, mais il faut qu'on voie des choses pour faire du tri, pour faire de la recherche, pour faire de la sélection, pour faire pour également formater des chaînes, enfin bref on a pas mal de petites choses comme ça sympas à voir, donc on regardera tout ça. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions si besoin, et puis testez comme ça toutes ces petites commandes, ces petites choses, directement sur votre terminal Linux. A bientôt tout le monde.